cas Airmax. L'approche qu'on a eue, c'est donc de créer en fait une bourse d'échange. Une bourse, pardon, un, deux, trois, une bourse d'échange. Et donc, en fait, on a ce qu'on appelle des liquidity providers qui vont envoyer de la liquidité dans cette bourse. Donc, les liquidity providers sont bien sûr les grosses banques. Et plutôt que, en fait, elles vont simplement mettre en fait, des orders marqueurs. Donc, ils vont juste positionner en fait, des ordres en attente. Et de l'autre côté, on a un autre flux, d'accord, qui va matcher les ordres. Et à partir de ce moment-là, on a le trade qui se déroule. Et ensuite, après, en fait, on travaille avec une chambre de compensation pour en fait, faire la compensation des gains et des pertes de chaque côté. Voilà. Donc ça évite, c'est un niveau un petit peu au-dessus. En fait, disons que d'un côté, on a des brokers qui nous envoient des ordres. De l'autre côté, on a les liquidity providers qui nous envoient eux aussi des ordres. Et on match à chaque fois. Donc nous, en fait, on est simplement un taxi. Voilà. Les ECM. Ça a l'air intéressant. Oui, absolument. C'est une vraie différence. Je ne connaissais pas bien votre offre, mais voilà. Pour que ça tourne soit le provider aussi de l'utilité. On est déjà Comment vous pouvez l'être si jamais vous faites ça de marketing? Comment vous pouvez l'être si vous ne pouvez pas faire de marketing? Si on reçoit des prix des banques et qu'on agrège les prix pour un meilleur prix, on peut bien le mettre sur la plateforme, afin de se poser du flot. Non, parce que vous ne faites pas de marketing, c'est pas vous, c'est des banques. Vous êtes intermédiaire entre les banques et sur le flot. On reçoit des banques, on peut les plugger sur un truc avec un markup de 0,1. Et ça, c'est une vraie offre, c'est pas un truc de marketing comme les Gymnast, c'est un vrai truc. Ouais, c'est pas du making business. Là, en fait, sur une démarche en fait, technologique, c'est vraiment du match. On match en fait les deux prix, les deux demandes. Et ensuite, en fait, on est finalement complètement transparent par rapport au client. On n'intervient pas, on n'intervient jamais. On fait juste le taxi. Voilà. Il y a une commission. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que c'est pas nous qui faisons le spread, c'est les banques qui font le spread. Donc effectivement, on peut en fait avoir un spread en région très très bas, 0,4, 0,2, 0,1, voire même de temps en temps 0. D'accord? Parce que c'est les banques qui mettent les orders. Et en fait, c'est une sorte d'offre et de demande. Et le XMI, il reçoit 0,6, si vous voulez, il reçoit 0. Nous, on peut recevoir jusqu'à 0,1. Ça nous est arrivé en fait d'avoir un spread à 0 de la part des banques. D'accord? Et ensuite, après, c'est le match qui va définir en fait le spread. Mais j'ai envie de dire, en moyenne, on est à 0,4. 0,4, c'est vraiment la stabilité. Donc ça fait effectivement des différences. Et ensuite, donc, via les commissions de transaction, d'accord, qui sont un pourcentage en fait de transactions, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Est-ce que vous gagnez de l'argent? C'est sûr? Parce que je ne sais pas ce que j'ai lu. Non, je pense qu'en fait, l'entreprise, en fait, c'est une jeune structure, d'accord. Le projet technologique a démarré en 2006. On a eu en fait notre première année en 2010. Donc on a eu des chiffres en fait 2011 qui sont sortis de 2010. On a en fait aujourd'hui un gros up de 80% par mois quand même. Donc je pense que les prochains chiffres vont effectivement faire taire ce genre de choses. Alors, il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? On a parlé de la construction réelle des prix. De la construction réelle des prix, soit côté l'entrepreneur et Moi, je vais parler de l'officiel, mais Quand on a créé les prix, chaque banque a des systèmes électroniques. Les banques qui peuvent avoir des systèmes électroniques, et malheureusement, par exemple, il n'y a pas de banques françaises qui ont ça, il y a BNP. Mais sinon, les grosses banques françaises n'ont pas des systèmes assez poussés pour pouvoir prendre des prix via des API ou des prix en temps réel, et des algorithmes aussi pour fabriquer les prix. Donc, on va dire que les banques traditionnelles vont prendre des prix à chaque. Vous pouvez imaginer ça si tout était manuel, quelqu'un en 21, 22, ils achètent à 21 et ils vont à 22. Puis après, ils disent, bon, en fait, j'ai l'impression que ça bouge un peu parce que je vois qu'il y a Barclays qui met ce prix-là, que je vois qu'il y a BNP qui met ce prix-là, ainsi de suite. Donc je vais mettre 22, 23. Et tout ça, en fait, c'est pas fait manuellement, c'est fait avec des algorithmes. Et chaque personne, en fait, prend son prix avec essentiellement comme organe principal le EBS et Reuters Trading, qui sont un peu le nerf de la guerre, qui sont les plateformes interbancaires où les grosses banques entre elles vont échanger. La partie effectivement interbancaire, c'est la partie où il y a la
par votre accord en termes technologiques, services apportés. C'est cette partie-là que je n'arrive pas à saisir. Donc la marge, pour les marques budgétaires, comme pour la marge pour les publics. La marge, cette construction est faite. c'est simple. Quelles sont bien sûr les mesures. Oui, c'est simple. Voilà, si jamais les banques entre elles avec des agrégateurs, on arrive à avoir un spread qui est à 0,5 ou à 0, je ne sais pas si on montre un spread qui est plus large. Voilà comment la marge se fait. Essentiellement. Après, soit c'est ça, donc ça c'est que le modèle dit le noting test, soit on va essayer aussi de matcher le spread total. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on essaie de trouver un acheteur, un vendeur en même temps qui va offsetter la position. Donc de manière statistique, vous pouvez dire que les market makers ont 10%, 20% de marge et les autres desk peuvent arriver à... Quand vous dites marge, justement, c'est ça qui est marrant, mais mettez ce point sur quelque chose d'assez intéressant parce que je suis comptable, c'est pour ça. Mais c'est marrant parce que si on regarde les comptes justement des FXM, parce que c'est introduit en bourse, on se rend compte que la marge que fait les FXM, alors qu'ils sont sous noting test, est aussi importante que les gens qui sont market maker, qui reprochent les gens qui sont market maker de gagner trop d'argent, que soi-disant. Attention, on peut pas les professionnels. Malheureusement, c'est à partir du moment où on n'a pas justement un investissement fixe trop élevé, on peut se permettre effectivement de faire de... Il y a trois manières pour un courtier de générer du revenu. Première manière, faire du matching entre clients et récupérer le spread. Deuxième manière, c'est recevoir des prix, faire un markup sur le prix. Donc si je reçois un 32,02, je rajoute un pip et je présente au client un 32,03, je récupère un pip. Et il y a une troisième manière qui, encore une fois, est spécifique aux market makers, mais pas forcément ceux qui sont assez acceptables. Et je le dis sincèrement, après, voilà, c'est de se rémunérer sur la perte du client. Vous avez votre stop qui est tapé, vous avez perdu 50 € sur votre position, et ces 50 € sont dans la poche du client, tout simplement. D'où toutes les restrictions que vous pouvez avoir, les restrictions sur les stops, les recotations, etc., etc. Donc à partir de là, à vous de choisir votre courtier. Vous avez des courtiers market makers qui sont sérieux, vous avez l'option aussi no dealing desk. Il y a une quatrième chose, peut-être la troisième chose, mais il y a une quatrième aussi, mais qui est spécifique au no dealing desk. C'est la quatrième manière de gagner l'argent. C'est la liste qui est sur le site de la CFA aussi, sur la class action qui a eu aux États-Unis, où il y a eu 10 millions de dollars qui ont pu être payés par FXM à ses clients, parce que sur le no dealing desk, apparemment, il y a des commandes qui s'appellent le slow server command, quelque chose, on appuie sur un bouton et d'un seul coup, le prix se ralentit, donc c'est dur de sortir de sa position. Après, il y a une chose qui s'appelle false error message. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, c'est un message qui apparaît, on essaie de se retourner, on n'y arrive plus parce qu'il y a ça. Après, il y a les flash trades. Je ne sais pas ce que c'est non plus, c'est stop hunting, flash trade, quelque chose qui. Voilà. Enfin, tout ça, c'est sur le. C'est sur ce fait. Après, il y a c'est très facile. Voilà. Après, il y a abuse of slippage. Après, il y a slow fill, no fill command, qui sont aussi. On voit que le niveau du débat est très élevé pour un directeur général West Europe, c'est quand même un peu bas. La seule chose qu'on a fait là, c'est qu'on a pris la lecture d'une accusation des clients. C'est ça. Attends, toi tu dis c'est pas les market makers, c'est ça. C'est pas les FXM. Non, mais c'est facile de lire. Moi, je peux prendre le nombre d'accusations sur lesquelles que ça soit eu de la part des clients, et on va dire ce que le client dit. C'est facile, je vais aller sur les forums, c'est très facile. C'est pas. Non, c'est pas la vérité. Non, on n'a pas profond tout. Il y a eu la class action du slippage, on a réglé le souci qui a été réglé. Maintenant, tous les prix, il y a autant de slippage positif que négatif et tout est absolument nickel. On a la SEC, on est coté sur New York Stock Exchange. C'est facile de parler de statistiques quand le Saxo Bank n'a pas besoin d'être divulgué, vous n'êtes pas coté. Voilà, donc ça c'est très facile de comparer. Tout est sur nos sites internet, on a nos rappels, etc. On pourrait peut-être voir officiellement le chiffre, le pourcentage de clients profitables de Saxo Bank. On les donne. On les donne, parce que justement, on a exactement les mêmes règles. On les donne. D'accord. Et donc c'est. Et on est deux fois supérieur à Deux fois supérieur. Ouais, donc on est autour de 45%, sur le trimestre, 55%. C'est peut-être aussi, parce qu'on ne fait pas ce qu'on fait fixe, parce que aussi les gens qui font des fixes ont tendance à prendre beaucoup de risques, et donc perdent peut-être un peu plus. Mais nous, on fait aussi les CFD, les actions, les options, les futurs, donc c'est peut-être pour ça aussi que nos clients se perdent moins et on a plus de clients gagnants chez nous. Après, je pense que nous avons arrêté le débat. Il y a une dernière question avant de clôturer. J'ai marqué, ça va parler. Non, parce que vous êtes effectivement beaucoup battu sur le sujet, donc je vais laisser un peu de place. Nous, on a l'avantage de proposer les deux. Donc finalement, c'est au client de choisir ce qu'il préfère. Un market maker avec un spread qui va être variable entre 0,8 et 2, en fonction effectivement des prix qu'on a.
On a un book dans lequel effectivement on va agréger nos clients et on va se remettre sur le marché interbancaire pour ce qui va sortir de ce book. C'est assez clair, on dit aux clients, mais on propose une offre no dealing desk. Là, on a donc le spread du marché et une commission fixe par lot et en fonction du volume traité. Le principe, c'est que le client choisit et va avoir ce qu'il préfère dans les deux cas. Okay. Malheureusement, c'est complètement faux, mais c'est pas grave. Je pense que je sais quand même ce qu'on propose comme offre. Mais malheureusement, c'est faux. L'argument est intéressant, mais. C'est faux, il faut le dire. Pourquoi? C'est tout. Pourquoi? Dis-moi. Lisez les clauses, ça n'existe pas. L'option no dealing desk, j'ai jamais vu ça et ça n'existe pas, tout simplement. Ça existe depuis plusieurs années, c'est proposé en France depuis peu de temps, ça existe quand même depuis à peu près une dizaine d'années chez IG Londres. Ça existe aussi réellement le CAC 40 de traité de CAC 40. On va peut-être clôturer le débat. Moi, je voulais appeler vraiment nos interlocuteurs qui sont venus, qui ont accepté de venir débattre. Vous voyez que c'est un sujet qui fait vraiment débat et qui est chaud, c'est pas clair, c'est pas aussi clair que ça, ni dans un cas, ni dans l'autre. Il y a des choses bien chez les uns, des choses bien chez les autres. C'est à vous en fait de faire vos choix. À vous, on a essayé, justement le salon, il a essayé d'amener comme ça un débat qui est très très chaud en ce moment et qui vous permet comme ça d'avoir quelques informations, un début d'information. À vous de continuer d'enquêter, à vous rechercher, allez voir les différents courtiers sur leur stand, discutez avec eux et faites-vous une idée. C'est comme ça que vous aurez la meilleure solution. Mais là, vous avez un début et je suis très content, c'est que tout le monde ait accepté, les différentes parties, d'accepter de venir. Et c'est pas facile de pouvoir discuter en direct, c'est des choses vraiment très importantes. Voilà, je vous remercie de les applaudir et je vous souhaite